Autre domaine qui est très important et qu'on évacue toujours en France et dans d'autres pays européens, c'est l'enseignement de la haine. Des hommes de foi dans des mosquées qui expliquent qu'il faut tuer, qu'il faut massacrer tous les juifs et les chrétiens. هم الذين يجب أن يذبحوا ويجب أن يقتلوا كما قال الله تبارك وتعالى فهذا هو شأن اليهود فلا ترحموا اليهود في أي موقع كان وفي أي موطن قاتلوهم أينما كنتم حيثما ثقفتموهم فاقتلوهم أينما تكونون فاقتلوا أولئك اليهود ومن لفهم من الأمريكان ومن وقف معهم فإنهم جميعا في خندق واحد ضد العرب والمسلمين. Il faut bien admettre que ce n'est pas l'enseignement de l'islam en général, mais c'est l'enseignement du nationalisme palestinien. Alors, effrayant, quelque chose d'effrayant. Les enfants vont à l'école, entendent ces choses-là. Vous me direz, oh, il y a d'autres enfants à d'autres époques de l'histoire qui ont entendu des messages complètement pervers et puis finalement ça a été oublié. Malheureusement, là, ça se perpétue de génération en génération, donc il va être extrêmement difficile de neutraliser cet enseignement de la haine. Vous voyez combien de temps il a fallu pour neutraliser, l'a-t-on déjà fait, l'enseignement du mépris du christianisme à l'égard du judaïsme. La diabolisation de l'autre, de l'ennemi ou du partenaire futur, du sioniste, de l'israélien ou du juif, n'a pas cessé avec les accords d'Oslo, bien au contraire. Comment imaginer la paix avec ces chansons ? On ne peut pas, bien évidemment, sous-estimer ce que les Palestiniens ont enduré et continuent d'endurer. Et on a envie aussi de parler de ça. Et on a envie, notamment, de parler d'avenir. Bon. Et qu'actuellement, on a de plus en plus de mal à faire ça avec des vraies questions. Vous le savez parfaitement, les Palestiniens ont été massacrés par leurs frères arabes. Bon. Moi, je suis de la génération qui a trouvé monstrueux le baiser du roi Hussein de Jordanie à Yasser Arafat après les massacres de Septembre Noir, bon, où les Palestiniens ont été massacrés. Bon, qu'on justifie tout de la part de celui qui souffre, y compris qu'il se conduise comme un bourreau. Ben oui, on sait bien que tout ça est un peu excessif, mais le peuple a tellement souffert que pour s'en sortir, il faut bien que lui aussi passe par une période de barbarie. Et ça suffit comme ça aussi de justifier l'injustifiable au nom d'une quelconque souffrance. L'OLP a été créée en 1964. Le premier attentat perpétré et revendiqué par l'OLP date du 1er janvier 1965. En 1965, il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas de colonie, il n'y a pas de territoires occupés. La guerre des 6 jours n'a pas encore eu lieu. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et c'est là aussi toute la dimension tragique du conflit, que ce terroriste palestinien qui va viser un autobus plein de civils à Tel Aviv, eh bien lui a le sentiment profond, a la représentation très profonde de tuer des colons. La bombe humaine est-elle une arme de lutte pour un peuple opprimé? Est-elle un moyen pour son émancipation? Quelle exaltation nourrit ce geste destructeur et sacrificiel? Cette logique de mort a-t-elle encore un sens politique ou bien relève-t-elle d'un autre enfermement? La fin peut-elle justifier tous les moyens? La bombe humaine est-elle une fin ou un moyen? Je me rappelle, une fois, j'ai posé la question à Joschka Fischer, qui est le ministre des Affaires étrangères allemand, quand je lui ai dit « Tu luttais pour la cause palestinienne, tu luttais pour la cause d'une nation qui a le droit
à avoir une souveraineté, à avoir une solution au problème des réfugiés, à mettre fin à l'occupation militaire. Sur tous ces sujets, je suis presque avec toi. Mais est-ce que maintenant, de la perspective de Camp David et de Taba, est-ce que tu t'imagines comme dans les années 60, tu étais en train de te manifester à faveur de El-Aqsa? Toute la question maintenant, c'est une mosquée. Tu t'avais manifesté avec toute une génération de Palestiniens qu'Israël, c'est la seule qui leur donne une solution. Aucun pays arabe ne l'avait fait avant. Aucun pays européen ne l'avait fait avant. Nous l'avons fait. Et maintenant, ce qui reste, c'est l'Aqsa. Autre rare contact avec l'extérieur, celui de pacifistes occidentaux, dont José Bové, qui se trouvait à Ramallah et qui ont pu pénétrer à l'intérieur même du quartier général d'Arafat. C'est avec les médecins de l'hôpital de Ramallah que nous avons décidé de tenter le tout pour le tout. Les antimondialistes ont enfin trouvé leur juste cause. Ramallah est le rendez-vous d'étranges pacifistes, car ils sont partisans d'un camp contre un autre. C'est à la lueur de la seule bougie d'Arafat que s'éclaire la pensée de José Bové. Qui tire dans l'ombre les ficelles du monde? José Bové nous donne une version bio des protocoles des sages de Sion. José, tu es allé en Israël, tu as été arrêté et expulsé. Alors quel est le rapport avec l'antimondialisation d'aller soutenir les Palestiniens? J'ai pas compris. Je pense que d'un côté, il y a la globalisation économique qui est en train de détruire l'ensemble de la planète, mais il y a aussi cette globalisation militaire, et la Palestine actuellement, c'est vraiment le centre de cette globalisation militaire, en fait d'une partie du monde qui veut s'accaparer les richesses de la planète, et ces Palestiniens, eh bien, ils dérangent là au milieu parce qu'ils empêchent ce monde de tourner comme les puissants le veulent. Si tu étais israélien, tu crois que tu pourrais parler comme tu parles? Parce que tu risquerais à tout moment de sauter, tu vas au resto, tu exploses. Moi, j'ai dénoncé quand j'étais là-bas les attentats aveugles parce que ces attentats n'ont pas de sens. C'est véritablement là du non-droit. Comme je dénonce très clairement tous les attentats qui peuvent avoir lieu sur les lieux de culte en France. Mais je me demande aussi dans quelle mesure certains de ces attentats ne peuvent pas être provoqués pour essayer de créer un climat pour détourner l'attention de ce qui se passe en Palestine. Mais provoqués par qui? Bien, il y a, dans les années 50, un attentat avait été commis contre la communauté juive en Irak. Aujourd'hui, les historiens israéliens disent très clairement que cet attentat avait été organisé par le Mossad. Et tu penses qu'en France, le Mossad pourrait attaquer les synagogues? C'est énorme. Je ne sais pas si c'est le cas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir à qui peut profiter le crime. Je crois que les antimondialisateurs doivent balayer devant leur porte d'urgence. Et ils ne le font pas. Il y a une dérive ou une pathologie, enfin les métaphores sont évidemment critiquables, de l'antimondialisation lorsque, face aux attentats suicides du 11 septembre, certains nous disent c'est la cause des déshérités, des laissés pour compte du monde entier, et après tout, cet attentat a visé deux tours qui représentent, qui incarnent en quelque sorte le capitalisme financier, ou je dirais, qui donne un visage urbain ou néo-urbain à la mondialisation. Donc en fait, c'est un acte anti-mondialisation. Moi, je pense qu'un des obstacles les plus sérieux pour aboutir à un paix entre Israël et les Palestiniens, c'est ce que j'appelle l'excès de soutien de la cause palestinienne à travers le monde occidental. C'est-à-dire? Le fait que le mouvement palestinien a cet excès de soutien est un obstacle pour eux pour prendre des décisions pragmatiques. Ils ont toujours l'impression que s'ils n'acceptent pas cette décision maintenant, le monde va continuer à isoler Israël, à attaquer, à la condamner, à donner une autre résolution de l'ONU. Et Israël sera obligé, puisqu'il existe ce soutien, cet excès de soutien. C'est la grande différence entre le mouvement palestinien et le sionisme. Le sionisme a été capable toujours d'assumer des décisions pragmatiques très difficiles parce que le sionisme était un mouvement internationalement faible.